Après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. وانا نعملها عيني اللي بكات ماشي نتوما تجيبولي القاد دوم عليا انا تسكات انا بالنية نسيت اللي فات هضرتو فيا القضية حياة هيا نلعبو واللعبة حلات نتوما غيركم مازال ما براشاي ماشي نتوما ديرولي بيات اليوم كاين بغدو بلاش دوم عليا فرتو حياتي نديركم كوكاش ماشي معايا ديرو الشوطان ماني شريكة ماني اوتيل دوم عليا واها بديتو هانتوما عليكم النومة لعبتكم ونجوز واها بديتو هانتوما عليكم النومة لعبتكم ونجوز واها Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver pour ce grand forum en ce vendredi. Nous sommes avec vous en ce vendredi 3 juin avec mon ami Nasser Lajili et Rachid Mokrane qu'on va retrouver dans un instant. Mais pour l'heure, voici le programme de cette émission. Tout à l'heure, notre invité politique du jour s'appelle Asdine Taibi. Il est candidat et surtout maire de Stein et candidat aux législatives dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Avec nous dans le LGF pour son grand entretien, avec nos amis bien sûr ici présents. Nous allons parler de la NUP qui inquiète Emmanuel Macron. Preuve étant ces affiches publiées hier ou sur les programmes de La République En Marche, maintenant Renaissance. On n'y voit pas des propositions de Renaissance, mais plutôt une photo de Mélenchon avec des attaques contre le programme de la NUP. Est-ce que cette NUP inquiète Macron ? On se posera la question dans quelques instants. Et puis, le Yémen, cette guerre oubliée, et 3 entreprises françaises qui sont accusées de complicité de crimes de guerre au Yémen. On en parle dans un instant. Et puis nous accueillerons dans quelques instants Jean-Marc Govanantori pour nous parler d'une la plus âgée des candidates qui est bien entendu du côté de Rennes et qui a visiblement été rejetée par la préfecture. Il nous expliquera cette affaire dans quelques instants. Bienvenue à tous, c'est parti pour le LGF. Avec vos appels évidemment 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 pour intervenir avec nous en direct. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et avec nous aujourd'hui, en ce vendredi, monsieur Nasser Lajili. Comment ça va, mon Nasser ?
Très très bien, je te remercie Christophe, impeccable. Bon, Rachid Mokrane est avec nous. Comment ça va, mon Rachid? L'accent de Marseille. L'accent de Marseille, ça va? L'accent du Sud. Bah écoute, on va essayer de faire aller dans cette période tumultueuse, on va dire. Et il nous vient du Doubs, il s'appelle Ismaël Boudjekada. Comment ça va, Ismaël? Salut tout le monde, ça va très bien et toi? Eh ben, très très bien, ravi de vous accueillir, messieurs, pour ce LGF qui vous emmène donc jusqu'à 18h. Et je voulais qu'on commence évidemment avec cette guerre oubliée, messieurs, et notamment ces trois entreprises, Rachid, Nasser et Ismaël, trois entreprises françaises qui sont accusées de complicité de crimes de guerre au Yémen. Je vous propose d'écouter ce petit reportage illustré par nos amis de France 24 pour vous mettre dans le contexte. Parfois oubliée, celle qui se déroule au Yémen depuis 2015. Il y a 3 ans, le site Disclose et Radio France révélaient la présence massive d'armes françaises sur le terrain. La justice s'en mêle. 3 ONG portent plainte contre 3 entreprises françaises. Bonjour Cyril Payen. Thales, MBDA et Dassault sont accusés de complicité de crimes de guerre. Oui, parfois ces guerres oubliées, que vous le disiez parfaitement, se rappellent au souvenir de ceux qui les en retiennent. C'est le cas grâce à une coalition d'associations Sherpa, notamment en France, le soutien d'Amnesty International et une association sur le terrain dans le nord du Yémen, d'incriminer avec des dossiers extrêmement précis pour crimes de guerre ces 3 sociétés. D'abord la société Dassault pour la livraison et surtout l'entretien d'avions de guerre, des Rafales, Thales pour du guidage de missiles et MBDA qui est un consortium français qui fabrique des missiles donc pour la livraison et l'utilisation de missiles. Donc tout cela évidemment ne va pas arranger l'industrie militaire d'armement française évidemment, mais c'est un dossier qui est extrêmement bien documenté. On ne sait pas auprès des associations après ce dépôt de plainte au parquet à Paris combien de temps va prendre la procédure, mais c'est évidemment un dossier très compliqué qui confine également aux intérêts nationaux. On sait que le président français s'était même lui-même impliqué au moment, vous le disiez parfaitement, de la sortie de cette affaire, de la révélation d'armements français sur le terrain au Yémen. Il avait dit qu'aucune arme française, je le cite de mémoire, ne frappe des civils yéménites. Les civils yéménites, c'est 400 000 morts depuis 2015, 5 millions de personnes déplacées, une guerre oubliée, mais une des plus terribles qui est menée depuis 2015 par une coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émiratis. Ce sont eux qui sont les récipiendaires des armements français contre la milice Houthi qui tient le nord du pays, qui elle est accusée d'être soutenue par l'Iran. Donc une guerre compliquée, lointaine, mais aussi entretenue et soutenue par des grandes nations comme la France. Eh oui, et la complicité de la France, on en parle dans cette guerre totalement occultée dans les médias français, messieurs. Rachid, sur la guerre au Yémen, sur la complicité de ces 3 entreprises françaises qui, évidemment, chacune à leur manière, finalement, emmènent des armes et voilà, des Yéménites sont tués avec des armes françaises. Ce qui est insoutenable, en fait, c'est que on nous parle des droits de l'homme, effectivement, quand il s'agit du business avec l'Arabie Saoudite, dont on sait quel État c'est, eh bien, bizarrement, silence, il y a une grande omerta. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie démagogie et il n'y a pas une instance internationale qui pourrait agir concrètement pour faire cesser ces crimes. Parce que, en fait, ce qui se passe au Yémen, c'est un crime contre l'humanité. Tout le monde ferme sa gueule. Et le premier, c'est l'État français. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, des États sont tenus dans un rapport de dépendance, et on voit l'interdépendance qu'il y a vis-à-vis des matières premières, etc., fait que quelque part, eh bien, je trouve scandaleux, je trouve grave et scandaleux d'être témoin d'un crime contre l'humanité sur lequel on n'a aucune capacité d'agir, malheureusement. Nasser, la guerre oubliée du Yémen. On parle beaucoup en ce moment de ce qui se passe en Ukraine. Le Yémen, ça n'a jamais fait l'actualité en France. Mais bien évidemment. Et en plus, c'est une guerre, comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est une guerre oubliée. Il y a des millions de morts, des milliers de personnes qui meurent chaque jour. Aujourd'hui, on a des sociétés françaises
qui sont complices de tout ce qui se passe. On avait entendu des rumeurs depuis le temps, et là, ça se confirme qu'il y a des armes françaises qui sont en train d'être utilisées au Yémen. Thales, Dassault, et je ne sais plus la troisième truc. BMV, donc, je trouve que ça très bien qu'il y ait 3 ONG aujourd'hui qui ont porté plainte contre ces 3 entreprises. 3 entreprises, absolument, et qui rendront des comptes par rapport à ce qui se passe. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, on nous parle de Lafarge en Syrie, hein. Tout à fait. Non, mais le pire, c'est pas ça. C'est que on constate que malheureusement, la France se trouve parfois dans des situations dans lesquelles où les Français, voilà, au début, on était très critiques en disant il faut respecter les droits de l'homme, mais eux ne sont pas forcément le meilleur exemple des hommes politiques qu'on a dans ce pays. Les droits de l'homme, c'est quand ça nous arrange, Ismaël? Oui, mais là, clairement, enfin, ce genre d'affaires, moi, me font doucement rire, même si elles sont dramatiques, dans le sens où j'ai l'impression, pas sur le plateau, hein, qu'on soit d'accord, mais que tout le monde, à chaque fois qu'on entend parler de ces dossiers, joue un petit peu la Vierge effarouchée et nous font découvrir qu'ils découvrent l'eau chaude. Moi, je rappelle quand même que 80% des armes saisies à Boko Haram sont des armes françaises. Tu viens très justement, Christophe, de parler de Lafarge. Donc c'est pour ça, quand Nasser dit avec un peu d'optimisme que ça va permettre que ces entreprises rendent des comptes, Lafarge, honnêtement, ça a fait un gros flop. Il y a eu une légère condamnation, mais pas plus que ça. Ouais, et aujourd'hui, Lafarge continue à avoir des marchés publics, y compris d'ailleurs et principalement de par la ville de Paris. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi aux politiques de se questionner véritablement sur les entreprises avec lesquelles ils décident de collaborer, parce que pour le coup, effectivement, c'est de la collaboration, mais pas dans le sens premier du terme. Oui, alors c'est intéressant ce que dit Ismaël. On parlait de Lafarge en Syrie. Ça a été un gros flop, Rachid. Je veux dire, Lafarge s'en est très bien sorti. Moi, je pense que ce que nous sommes en train de vivre, il y a toutes les crises dont on parle, climatiques, sanitaires, mais la vraie crise, c'est la crise éthique et morale dans laquelle nous sommes plongés. Et je voulais rappeler aussi que j'étais porte-parole national de l'écologie au centre. Et on se revoit d'ailleurs dans un instant Gouverneur Toury, que tu connais, Jean-Marc. Bien sûr, ça fait des années que ensemble nous avons bâti ce grand projet qui vise à impliquer les citoyens, les écologistes. Mais tout le monde est écolo aujourd'hui, Rachid, c'est la mode. Non, je donnerai juste un exemple. La question du vivant, c'est Jean-Marc Gouverneur Toury qui l'a porté il y a 30 ans. La cause animale. Toutes ces questions-là ont été portées par quelqu'un comme Jean-Marc qui va parler tout à l'heure, et aujourd'hui c'est devenu à la mode. Il y en a certains même, je vois que Europe Écologie Les Verts sur la cause animale deviennent des chantres et des leaders sur cette question. Bon, pour moi, ce qui se passe par rapport à ces questions liées aux crimes contre l'humanité, c'est la crise éthique et morale. Aujourd'hui, nous devons moraliser non pas simplement la vie politique, mais la vie économique aussi. Et donc, ça veut dire qu'il faut une très très grande loi. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une omerta, il y a une complicité entre ce système financier, ce système politique et ce système médiatique. Ils se tiennent tous et ils manipulent, ils conditionnent les citoyens. Eh bien, on le voit aujourd'hui, nous. On sera même, nous, complices en regardant la télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les individus sont tellement manipulés que dans quelques années, si on ne se réveille pas, nous allons être pucés, il va y avoir des flics robots avec cette intelligence artificielle robotique, et ce jour-là, on ne pourra pas ouvrir notre gueule. Nous devons aujourd'hui... Complotisme, Rachid, attention. Non, il n'y a pas de complotisme. Là. Non, mais les citoyens m'écoutent et ils savent, pour un certain nombre d'entre eux, savent ce que je dis. Aujourd'hui, nous devons avoir, puisque nous voulons être un exemple pour le monde. La France veut, et c'est toujours dit, vouloir être un exemple dans le monde. Oui. On voit bien, le système Focard continue. On doit changer notre rapport avec la Méditerranée, avec l'Afrique. On doit changer notre rapport avec l'ensemble de ces sociétés civiles pour jouer gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est un continent prédateur qui est en train de faire son chou gras, et c'est la Chine. Et on sait que la Chine aujourd'hui occupe le pavé. Oui, Rachid, on s'éloigne du sujet là, parce que là on parle du Yémen. On parle du Yémen. Moi, j'aimerais non, mais s'il y avait une loi, concernant cette éthique de la responsabilité et cette moralisation de la vie politique et économique, eh ben ça n'arriverait pas, parce que il y aurait une loi qui ne permettrait pas que des sociétés
que des sociétés puissent jouer ce jeu-là. Or, aujourd'hui, je vais vous dire un truc, même si elles sont mouillées gravement, elles seront jamais condamnées. Ah oui. Le petit délinquant du coin, lui, il prendra 6 mois, un mois ferme, et c'est légitime s'il a été délinquant. Mais aujourd'hui, ils s'auto-amnistient les uns les autres. Ils s'auto-protègent Alors, par un système qui leur est favorable Nasser, à cette pseudo-élite. Nasser, il y a quelque chose, donc on va tout de suite mettre le point là où ça fait mal. Le Yémen, c'est parce que c'est cette coalition qui est menée par l'Arabie Saoudite et les Émiratis qui sont aux commandes que les musulmans ont peine à condamner ce qui se passe. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ils sont tous complices pour moi. Il faut être clair. Tous les pays arabes et musulmans, entre guillemets, sont complices de ce qui se passe au Yémen. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le Yémen, ça fait 7 ans qu'ils sont en train de souffrir avec des bombes et personne n'agit. Personne réalise de ce qui se passe sur place. On ne montre aucune image. Ouais, rien. Aucune vidéo de ce qui se passe au Yémen. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est de se poser vraiment les vraies questions. C'est qui est responsable de tout ce qui se passe. Donc voilà. Et l'Europe est complice là-dedans. Même l'Europe, hein, bien sûr. Aujourd'hui, Nasser, aujourd'hui, c'est une logique d'enfermement. On enferme les États dans des rapports de dépendance. Quand on dit les pays arabes, bien sûr, c'est pas les peuples. Aujourd'hui, mais les chefs d'État, ils sont tous tenus. C'est honteux. Alors j'ai une question pour toi, Rachid. Ouais. Question sérieuse, hein, d'une auditrice qui vient de m'appeler. Est-ce que Rachid Mokrane est de Kabylie? Moi, je suis... du Yémen, on passe au Kabylie. Ouais. C'est une question. Hein. Moi, je suis un enfant de la berbérité. Moi, je suis citoyen français. Ouais. Et j'assume tout à fait ma part. T'es kabyle ou t'es pas kabyle? C'est la vraie question. Mais un kabyle, c'est un berbère, non? Oui, bien sûr. Je suis pas d'accord qu'on saucissonne. Oui. Moi, je pense il y a dans ce Maghreb une civilisation millénaire qu'on appelle les Amazirs et qu'on appelle les Berbères. Bon, et aujourd'hui, on veut tous saucissonner. Je suis français et j'assume ma part de berbérité, d'islamité, de provençalité et de francité, bien sûr. Très bien. On va passer un coup de fil à Governatori, Jean-Marc Governatori dans un instant, puisqu'apparemment il se passe quelque chose à propos d'une candidate qui serait d'ailleurs la plus âgée de cette élection, qui a été refusé par la préfecture, je crois que c'est du côté de Rennes. On en saura davantage dans un instant, ne bougez pas, avec Ismaël Boudjekada, Rachid Mokrane, Nasser Lajili. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF. Avec nous, Ismaël Boudjekada, élu local dans le Doubs. Rachid Mokrane, porte-parole de l'écologie au centre, Nasser Lajili, militant associatif enseigne élu, qui est avec nous aujourd'hui. Messieurs, on va accueillir, si vous le voulez bien, le coprésident national de l'écologie au centre, monsieur Jean-Marc Governatori. Bonjour, monsieur Governatori. Monsieur Governatori, vous êtes là? Bon, on va le retrouver dans un instant pour, bien entendu, nous parler de ce qui se passe du côté de Rennes. Est-ce qu'il est avec nous? Bon, on va le retrouver dans un instant. Apparemment, monsieur Governatori, eh bien, on va le rappeler tout de suite, évidemment. Peut-être pour rajouter un petit truc, mon cher Ismaël, sur le Yémen. Non, mais écoute, simplement, c'est un peu en substance ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. On sait pertinemment, c'est pas une question de morale en politique ou j'en sais rien. C'est une question, une fois encore, de gros sous. Bien évidemment, on n'a aucun problème, ou plutôt nos représentants n'ont aucun problème à aller serrer la main du dictateur MBS lorsque c'est pour signer de juteux contrats pour des rafales ou de l'armement, alors même que quelques mois auparavant, il avait tué et démembré un journaliste qu'il avait jeté au fond d'un puits. Donc si c'est ça aujourd'hui l'image de la France, je pense que c'est tout simplement violer l'honneur quelque part de ce pays qui, pendant des décennies, était légitimement garant des droits de l'homme, quand aujourd'hui, elle les met ces valeurs-là plus bas que terre. Rachid. Là, je veux quand même rappeler à Ismaël que quand je parle de crise éthique et morale, derrière, il faut une loi. Et une loi qui punit sévèrement. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi pour ces gens-là. Ils sont dans l'impunité totale. Ils sont dans le pouvoir absolu. Existe déjà. Ce qui manque, c'est peut-être des peines planchées à la rigueur. Non, il n'y a pas. Écoute, moi, j'ai pas le sentiment. Ah bah si, c'est illégal de ce qui se passe à l'extérieur. Oui, mais ce qui se passe à l'extérieur par rapport à ce business des armes et toutes ces magouilles qu'il y a au plus haut sommet de l'État avec cette pseudo-élite, moi, à mon avis, il faut une loi cadre. Aujourd'hui, c'est eux qui la font, la loi. La problématique, elle est là. Et les citoyens, malheureusement, voilà.
il y a 70% aujourd'hui ne votent pas parce que la déception a été produite volontairement pour faire en sorte que les gens n'aillent pas voter. C'est horrible ce qui se passe. Alors, Rachid, permets-moi, on a ton président, coprésident de l'écologie au centre avec nous au téléphone, Monsieur Governatori. Vous nous entendez ? Impeccable. Bonjour Monsieur Governatori, Jean-Marc Governatori qui est avec nous sur France Maghreb 2. Alors, on vous prend au téléphone quelques minutes pour que vous nous racontiez ce qui s'est passé à propos d'une candidate du côté de Rennes. Effectivement, avec Corinne Lepage, Écologie au centre présente plus de 200 candidats en France, dont la doyenne des candidats. Vous savez qu'à ces élections législatives, il y a près de 6500 candidats. La doyenne, à 92 ans, elle est Écologie au centre. Et de façon totalement hallucinante, la préfecture des Ardennes, parce que la nonagénaire ne s'est pas rendue à la commission de propagande pour faire valider son matériel électoral, eh bien, la commission a décidé de ne pas accepter le matériel électoral et a dit à la nonagénaire qu'il faut qu'elle distribue elle-même les bulletins de vote dans les bureaux de vote. Mais c'est la règle, Monsieur Governatori, non ? Exactement. Pas du tout, pas du tout. Donc, ceux qui nous gouvernent à tous en matière électorale, c'est le memento du candidat, qui est édité par le ministère de l'Intérieur. Et en page 35, c'est très clair. Il est très recommandé d'aller à la commission de propagande, mais ce n'est pas obligatoire. Donc nous, on s'en tient à ce que dit le roi. Le roi a dit, on va pas être plus royaliste que lui. Et par conséquent, nous sommes totalement dans les règles. C'est vraiment le fait du prince de la commission de propagande qui a décidé que voilà, la loi c'était pas très recommandé, mais c'était obligatoire. Et par conséquent, on est face à un problème incroyable. Nous avons saisi nos avocats et nous allons donc attaquer la préfecture. Mais en attendant, nous avons dû prendre un transporteur pour distribuer tous les bulletins de vote dans 200 bureaux de vote. Ismaël. Oui, non, moi Monsieur Governatori, bonjour, on se connaît un petit peu. Mais sincèrement, je pense qu'il doit y avoir méprise sur le motif de refus pour la simple et bonne raison qu'il faut distinguer deux choses. D'un côté, effectivement, la commission de propagande qui a pour but de vérifier la conformité de vos documents et effectivement, là, c'est conseillé d'y aller et absolument pas obligatoire. Mais parallèlement à ça, vous devez vous rendre dans le lieu qui est chargé justement d'assurer la distribution de vos frais de vos moyens de propagande et qui porte aussi le nom de commission de propagande. Donc effectivement, je ne sais pas si au niveau de votre distribution, vous avez livré en temps et en heure l'intégralité de votre matériel électoral. Maintenant, moi j'appelle juste au bon sens parce que très clairement, vu le nombre de candidats qu'il y a, y compris dans la circonscription de Madame Peltriot de mémoire, je dirais que honnêtement, entre nous et en étant tout à fait honnête, je ne pense pas qu'elle inquiète outre mesure comme tous les autres. Chacun a ses chances, mais sincèrement, je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu de discrimination de la part des autorités préfectorales et que, on le sait, vous comme moi, le memento à l'usage des candidats est un document extrêmement compliqué à suivre dans ses détails et qui nous garantit bien souvent de mauvaises surprises. C'est pas exactement ça. Donc le memento sur ce cadre-là est extrêmement clair. Il est très recommandé d'aller à la commission de propagande, donc ce n'est pas obligatoire. Par conséquent, nous avons évidemment livré en temps les quantités adéquates au lieu de livraison qu'on nous a imposé, donc on n'a eu aucun souci avec ce côté-là. La préfecture a très clairement écrit que ce qu'elle nous reprochait et ce pourquoi elle ne distribuerait pas notre matériel électoral aux mairies, c'était parce qu'on n'avait pas montré le document pour validation par la commission de propagande. Donc on ne nous reproche que ça, mais pas de chance, c'est écrit que c'est pas obligatoire. Donc c'est vraiment si vraiment c'est ça, oui, ils ont tout faux. Et je répète que c'est totalement inadmissible, c'est hallucinant quoi, c'est hallucinant. Si effectivement c'est écrit, l'administration française dans toute sa splendeur, dont pâtissent des millions de Français. Monsieur Governatori, si vraiment c'est écrit que c'est pas obligatoire, ils ont tout faux, on est d'accord. Ils ont totalement tout faux et mon avocat va leur faire voir toutes les couleurs, oui. Et en attendant, ma nonagénaire est tombée hier de la déception, elle s'est cassée une côte. Donc ça peut avoir des conséquences très graves cette affaire. Et on est retourné pour montrer le document comme quoi il était conforme, ils n'ont rien voulu savoir, c'est vraiment un abus de pouvoir inadmissible et ça s'arrêtera pas là. Rachid, ça veut dire que cette dame âgée de 92 ans ne peut pas se présenter donc.
En l'état, elle peut se présenter, mais elle n'a pas de bulletin de vote. Ah oui, d'accord. Normalement, on a trouvé le transporteur, mais bon, ça va coûter une fortune. On va donc distribuer les bulletins de vote dans les bureaux de vote. Mais par contre, dans l'enveloppe que vont recevoir les 100 000 électeurs de Madame Monique Peltrio, il n'y aura pas la circulaire que nous avons payée, et il n'y aura pas le bulletin de vote dans la missive. Donc le bulletin de vote ne se trouvera que sur les tables de vote. Donc elle est largement pénalisée. Donc il n'y a pas égalité des candidats face à cette élection, et donc il y aura des conséquences. Rachid. Mais, moi, je pense que dans cette administration, il y a énormément, il y a des ignares, il y a des incompétents, mais il y en a aussi qui, volontairement, c'est très très subjectif, qui produisent des dégâts. Moi, je pense que cette personne âgée, Jean-Marc, malheureusement, voilà, elle en paie le coup, et nous sommes ouverts pour que tous les citoyens, sur le plan même symbolique, puissent aller au-devant des électeurs, et on se rend compte en fait qu'il y en a, soit c'est le fait du prince, soit c'est les magouilles, et il y a certaines administrations qui s'arrogent le droit d'être contre la loi et contre le droit. Très bien. Et ben voilà, il faudra attaquer. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bien d'en avoir parlé, parce que Monsieur Governatori, c'est pas sur BFM TV qu'on va en parler de cette histoire, hein, on est d'accord. Ben on verra. Bon, le journal départemental l'a évoqué. J'espère que ça va prendre, parce que c'est vraiment un cas d'école. C'est un cas d'école de la problématique administrative dans notre pays, où quelques individus ont le pouvoir et ils décident pour des millions de gens. Et ça peut plus durer. Bon, merci Monsieur Governatori, en tout cas. Merci très bientôt. à France Maghreb. Merci beaucoup. Merci, au revoir, Monsieur Jean-Marc. Alors Christophe, moi je voudrais quand même ajouter un petit truc, si c'est possible. Oui, bien sûr, Ismaël. Là, ça se trouve, c'est peut-être simplement une erreur d'un fonctionnaire. Et je pense que le discours qui vient d'être tenu, pas par Monsieur Governatori, il peut aussi atteindre ses limites. Moi, je voudrais quand même aussi rendre symboliquement hommage à tous ces fonctionnaires et tous ces fonctionnaires de manière générale qui ont un travail de dingue durant ces périodes électorales et qui, grâce à leur travail, font fonctionner le processus démocratique relativement correctement dans l'intégralité de notre pays. Ismaël, bien sûr, il y a 5 200 000 de fonctionnaires. La majorité d'entre eux tiennent la route, font leur travail, etc. Mais quand il y en a qui commettent à la fois des erreurs, des bavures, des choses qui sont innommables, bizarrement, des fois, il y a l'esprit de corps. Et c'est cet esprit de corps que moi je dénonce. C'est pas. Bien sûr, je suis d'accord. Non, mais écoute, c'est très. C'est trop gentil. Rachid, tu généralises. Non, c'est trop gentil. Être sympa. Non, mais ne dis pas que cette revue refusait la distribution de sa propagande. Moi, je le dis en toute connaissance de cause, ça m'est arrivé une fois. Je me suis en plus pendant les élections européennes. Donc, imaginez, là, c'est une circonscription. Et si Monsieur Governatori et Madame Lepage ont suffisamment de militants, 200 bureaux de vote, c'est relativement facile à couvrir, et même en étant une équipe d'une dizaine de personnes. Mais on va le faire. Donc c'est une erreur. Mais jeter l'opprobre sur tout un corps de métier. Mais ne dis pas ça, il n'a pas dit ça. Il n'a pas tenu ce discours, Ismaël. Alors, il parle d'une. Monsieur Governatori. Il parle d'une. Et c'est le seul. C'est pas parce que tu as parlé fort, Rachid, qu'on va t'entendre. Tu sais ça. Je veux quand même rappeler que c'est le seul politique qui, de ses propres deniers, d'accord, depuis des années, implique les citoyens dans le cadre du combat politique, contrairement à tous ceux qui aujourd'hui, au lieu de vouloir servir, sont en train de se servir. Et moi, j'ai pas d'état d'âme à dire ce que je pense. Ismaël, Governatori n'a jamais dit qu'il dénonçait l'administration dans son ensemble. Simplement, il y a une situation qui est révélatrice, et je peux dire, il y en a énormément. Monsieur Governatori, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui je suis en contact. Là, pour le coup, je parle de ton discours, qui pour moi n'est pas suffisamment nuancé. Et là, tu parles, d'un acte innommable lorsque tu es en train de parler d'une erreur administrative qui peut simplement être une simple erreur. Je parle que de celle-là. Par exemple, quand on parle d'un qui est assassiné, là, oui, c'est innommable. Non, mais là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, pour un militant qui est sensible et qui a un parcours et qui sait ce qui se passe, il y a des situations aujourd'hui, là, celle-là, on a pu la nommer grâce à France Maghreb. Mais combien aujourd'hui de gens sont victimes d'injustice, de discrimination, et qui aujourd'hui n'ont pas le droit à la parole? Tous les jours, excuse-moi, Ismaël, tous les jours, il faut à un moment donné porter la voix pour que les gens
entende et qu'à un moment donné, le droit soit respecté. Alors On t'entend bien, Rachid, on t'entend après, je bien, suis t'inquiète d'accord pas. avec toi, il faut se donner un pouvoir d'agir et un pouvoir d'influence pour faire avancer les choses. Bon, messieurs, dans un instant, on va ouvrir un autre dossier et on aura notre invité politique dans quelques instants que tout le monde autour de cette table respecte, du moins j'espère. Monsieur Asdine Taibi, Quelqu'un que je respecte énormément. maire d'Eustin Je le et respecte candidat à l'élection législative dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui regroupe La Courneuve, Blanc-Ménil, Le Duny et Stein, Et Stein, évidemment. tout à fait. Alors il est maire depuis 2 ans, enfin, il a été élu pour un Deux deuxième mandat et il est candidat donc à cette élection législative. Première question, on lui demandera qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va choisir, hein, parce que voilà, le cumul des mandats c'est pas possible, hein, donc il va falloir qu'il fasse un choix s'il est élu député, ce qu'on lui souhaite. Évidemment, on en parlera avec lui tout à l'heure à 17h. Dans un instant, on voit que la Macronie commence à être un peu inquiète de la NUPS. Pourquoi ? Parce que sur des tracts hier, on n'avait pas le programme de Renaissance. Non. On avait une photo de Jean-Luc Mélenchon avec toute une propagande pour démonter le programme de la NUP. On en reparle dans un instant, à tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec monsieur Rachid Mokrane, porte-parole de l'écologie au centre, Nasser Lajili, militant associatif, ancien élu, monsieur Ismaël Boudjekada, élu local dans le Doubs. On va parler de la NUPS, puisque dans le collimateur d'ailleurs, la NUP est clairement ciblée par la majorité présidentielle. La NUP ciblée, montrée du doigt hier. Plusieurs candidats ont partagé la nouvelle campagne LREM sur les réseaux sociaux, des images qui ne font pas la promotion des candidats comme c'est en général le cas. À la place, la majorité a choisi d'insérer dans le visuel une petite photo, une photo de... La République, c'est moi! Eh oui, la République c'est moi, en personne, Mélenchon, et en légende un slogan, NUP, nous ne sommes pas dupes. En dessous de ce slogan, la majorité a choisi de détricoter une proposition de l'Alliance de gauche. Alors il y a plusieurs thèmes, hein, Europe, sécurité, écologie, à chaque fois le même procédé, des affiches du candidat pointent du doigt des conséquences néfastes du programme de l'Alliance de gauche. Tiens, par exemple, les retraites, voilà ce qu'on peut lire sur un des visuels. Mélenchon au pouvoir, c'est une baisse des pensions qui ne dit pas son nom. L'avenir des Français pris à la légère. Un jour la NUP augmente le nombre d'annuités, un jour il diminue. Voilà donc sur ces visuels, on détricote les propositions avec toujours ce même slogan. Je vous le redonne, je vous le redis. NUP, nous ne sommes pas dupes. Voilà un petit peu ce que l'on peut voir sur ces affiches de campagne. Nasser Lajili, NUP, nous ne sommes pas dupes. Ouais, bon. Quand on voit le niveau de Renaissance, c'est ça ? Oui, c'est ça s'appelle Renaissance maintenant. Ouais, donc c'est la vraie question qu'on se pose, pourquoi Renaissance ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'existent plus. Concrètement, politiquement, personnellement, ces gens-là, ils servent pas à grand-chose. Donc voilà, faire de la politique en attaquant tout simplement un candidat, c'est pas intéressant. Non mais d'habitude, sur ce genre d'affiche de campagne, on fait la promotion des candidats, je veux dire. Mais là, on a choisi de pointer du doigt la NUP, et voilà. Mélenchon en l'occurrence. Donc, on devrait normalement mettre en valeur programme politique. C'est ça. Ce qu'ils ne sont pas capables de faire aujourd'hui. Ces candidats qu'on voit au quotidien partout, la République En Marche, où on est obligé de voir la tête de Macron derrière chaque candidat, ces gens-là, malheureusement, ils sont incapables de présenter un programme. Si vous les interpellez dehors sur des questions de fond concernant la République En Marche ou de ce qu'ils pourraient proposer aux prochaines élections, je veux dire à l'Assemblée nationale, ils seront incapables de gérer une discussion claire avec un autre candidat. Donc voilà, personnellement, faut laisser faire, faut laisser. Ouais. On dit que la caravane passe, c'est les chiens à bois. Donc voilà, ces gens-là, pour moi, c'est des gens qui ne savent que aboyer, tout simplement. Alors, Ismaël, tu les as vus ces affiches de campagne ? Qu'est-ce qu'elles t'ont inspiré ? Déjà, grand moment de gênance. Hein. Je dirais, à un moment donné, ils pensaient avoir trouvé le slogan du siècle. Leur chargé de com, si c'est aussi lui qui leur a soumis la candidature, excusez-moi de l'expression, de notre prostituée d'Evry qui est partie, une fois encore, excusez-moi, tapiner à Barcelone. Très clairement, je pense qu'on n'a aucune leçon. Je m'associe pas à ce genre de propos, hein, Ismaël. Je m'associe pas à ce genre de propos. Ah mais bien sûr, non, je suis seul responsable de ce genre de propos que je te soutiens complètement, mon cher Ismaël. Rachid, c'est pas la peine d'en rajouter une couche toi aussi, hein. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je te soutiens complètement, mon cher Ismaël. Non mais je pense que beaucoup d'auditeurs soutiennent parce qu'à un moment donné,
on a quand même le bal des opportunistes, le bal des hypocrites, qui vient nous expliquer qu'il ne faut pas être dupe. Nous, on n'est pas dupes, effectivement, par rapport à leur programme, par rapport à leurs arguments. Et tu sais, je te reprendrai sur un point, Christophe. Ils ne détricotent pas le programme de Jean-Luc Mélenchon. Ils essayent de tricoter autour, histoire de nous présenter un emballage un peu plus dégueulasse que la réalité. Parce qu'en soi, effectivement, c'est un programme de rupture par rapport à 50 cases sociales d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Et il est venu le temps, oui, je le pense, de mettre un coup d'arrêt à cette politique brutale, puisqu'on le rappelle, Jean-Luc Mélenchon représente aujourd'hui la seule alternative à cette politique ultralibérale avec ses candidats à travers toute la France. Donc moi, effectivement, je félicite cette union de la gauche, et juste preuve de l'hypocrisie sans nom de la République En Marche sur ces dossiers, c'est que le visuel qui nous parle du rapport du GIEC, à un moment donné, je me demande si Macron lui-même et ses parlementaires ne l'ont ne serait-ce que déjà ouvert. Parce que quand on voit qu'ils viennent nous donner des leçons sur l'écologie, alors qu'ils n'ont pas été foutus d'inverser la tendance écologique en 5 années, et même je dirais en 10 années, puisque Macron est quand même aux côtés de François Hollande au départ, eh bien on ne va pas donner de leçons à celles et ceux qui ont un véritable programme. Et ça s'appelle chez nous la planification écologique. Rachid Mokrane, la NUP, nous ne sommes pas dupes. C'est le slogan qu'a trouvé Renaissance. Moi, je suis très très embêté parce que je suis assez d'accord avec Ismaël. Et ben pourquoi t'es embêté? Je suis embêté parce que je vais vous dire pourquoi, vous allez comprendre. 5 ans de cas social, l'état dans lequel se trouve notre pays, la situation de paupérisation, l'exclusion sociale, la marginalisation de pans entiers de la population, le déclassement de pans entiers de la population, c'est horrible ce qui est en train de se vivre dans notre pays, et c'est Renaissance, c'est la République En Marche et Renaissance qui en sont la cause. Et en même temps, ce qui me tue dans cette histoire de « je suis pas dupe », moi aussi je suis pas dupe, et je trouve qu'il y a d'abord, dans cette NUP, il y a beaucoup de démagogie, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et quand on connaît les individus, on sait que la plupart d'entre eux, s'ils se sont mariés, c'est pas par des logiques de conviction. Moi, je le dis, et il faut dire la vérité. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des histoires de postes, d'indemnités, de fric. Et 90% d'entre eux, ils sont animés par une ambition autour de l'argent. Et je connais assez Europe Écologie Les Verts, je connais assez tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui ont fait cette coalition. Je trouve ça un petit peu scandaleux. Maintenant, il faut être réaliste. Quand on me parle, je donne cet exemple, Christophe. Quand on me parle de la retraite à 60 ans, et que je sais qu'aujourd'hui, notre pays compte 3 000 milliards de dettes, qu'on va laisser aux générations futures, il faut... Non mais je finis Ismaël. Je trouve qu'il y a quand même... c'est hypocrite, c'est démagogique. Je pense qu'il faut avoir du bon sens. Quand on veut faire une véritable politique, tu parlais de la planification écologique, ça demandera bien sûr des années, et là je suis complètement d'accord avec toi, et en même temps il faut être réaliste et avoir du bon sens. Ça veut dire que il y a des réformes, des mesures à faire, mais on n'arrive pas avec un espèce de slogan en disant moi je vais revenir à la retraite à 60 ans. C'est quand même démagogique, et aujourd'hui il y a des gens qui marchent là-dedans. Pourquoi ça serait démagogique, Rachid? Non mais soyons sérieux, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la dette abyssale dans laquelle se trouve notre pays. La France, elle développe 650 milliards par an. Laisse-moi finir. 3 000 milliards d'euros de dette. On sait qu'aujourd'hui, il y a 25, 30 ans, il y avait il y avait 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on va vers un actif pour un retraité. Ça veut dire qu'il y a un allongement de la vie, et par rapport à cet allongement de la vie et le fait de vivre cette crise sans précédent, on est obligé d'avoir... Moi, je serais d'accord, mais au moins qu'on ait du bon sens. Aujourd'hui, la rupture qu'il y a entre ces sociodémocrates socialistes
et la NUP. Il y en a qui ont le courage de leurs convictions. Ils vont au bout. Ils prennent le risque de perdre les élections parce qu'ils ont des convictions. Mais ce qui est vraiment... Moi, je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert de l'économie. Je suis un citoyen ordinaire qui regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, nous... Ah, mais raison de plus, en fait, pour il faire faut preuve avoir du d'humilité courage. là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de bêtises. Hein. Et quand on Alors, parle... réponse aux bêtises de Rachid, selon Ismaël Boudjekada dans un instant. Ismaël Boudjekada qui a écouté assidûment les propos de Rachid Mokrane, qui se pose des questions. Toutefois, je le suis un peu sur le principe que dans la NUPS, il y a aussi quelques hypocrisies. Non, mais ça, on est d'accord. Il y a eu beaucoup de parachutage. Sur la question de la retraite à 60 ans. Dans le 93, les NUPS, excusez-moi, ça ressemble pas vraiment aux habitants du quartier. Du département, absolument. Voilà. Donc, bon, alors on en reparle dans un instant. Sur la question de la retraite, je pense qu'il y a on beaucoup en à dire. reparle, ne bougez pas. Mitterrand l'a fait, donc ça n'a pas posé de Mitterrand, question. il n'a pas fait que du bien. Bon, Non, mais à tout d'accord, de mais suite. il a fait les 60 ans. Oui. Je suis désolé. D'accord. Mais voilà, ça a tenu pendant plusieurs années. Il l'a fait dans une période donnée, il y a 40 ans. Voilà, c'est ça, il y a 40 ans, effectivement. On n'a plus le même âge et voilà, il y a beaucoup plus de retraités aujourd'hui. À tout de suite. Non, mais... NUPS, nous ne sommes pas dupes, c'est le nouveau slogan trouvé sur les affiches de campagne de Renaissance. On en parle, on en débat avec Rachid Mokrane, porte-parole de l'écologie au centre, avec Nasser Lajili, notre militant associatif ancien élu, et avec Ismaël Boudjekada qui a envie de réagir, notre élu du Doubs, à ce qui vient d'être dit à l'instant par Rachid Mokrane. Mon cher Ismaël, tu parlais de beaucoup de bêtises de notre ami Rachid, ça peut arriver. Oui, non, mais pour le coup, on dit pas entre nous, de toi à moi, tu peux être en désaccord avec moi, mais m'infantiliser en disant que je dis des bêtises comme si j'étais un enfant, Smaïl, je ne te connais pas, je te respecte, mais je m'autoriserai pas. Tu peux être en désaccord avec moi, mais n'infantilise pas les gens. Bon, surtout quand je dis quelque chose de sensé en plus. Ils disent des bêtises, hein, je te rassure, c'est pas t'infantiliser, c'est reconnaître que oui, dans ces arguments-là, il y a beaucoup de bêtises. Parce que tu peux émettre une hypothèse, et dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème. Mais de là à affirmer certaines choses pour derrière dire « Ah, moi, je ne suis pas économiste, donc je ne sais pas, mais c'est mon avis », c'est quand même différent que d'affirmer certaines choses. Il faut avoir du bon sens. Laisse-le parler, Je vais être très clair quand même. Concernant les retraites, on a le fonds de réserve. La caisse complémentaire, elle est 24 milliards d'euros par an que nous apporte la caisse d'amortissement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un système de retraite qui est viable pour au moins 2 voire 3 générations. Donc la question du problème de financement des retraites aujourd'hui, tel qu'on nous le présente, c'est effectivement un leurre. Et maintenant, il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'une fois encore, c'est une nouvelle discrimination. Puisque tout à l'heure, tu nous parlais de lutter contre les discriminations. Moi, je t'invite à lutter contre toutes les formes de discrimination. Parce que la réalité, c'est que vivre plus longtemps ne veut pas dire vivre plus longtemps en bonne santé. Et on se rend compte qu'il y a parfois jusqu'à 10 ans d'espérance de vie en moins en fonction des différentes catégories socio-professionnelles. Donc c'est aussi ça que de lutter contre les discriminations, c'est-à-dire faire en sorte qu'on parte effectivement plus tôt à la retraite, et 60 ans, c'est déjà pas mal. J'ai pas envie, moi, demain, d'avoir des agents des forces de l'ordre qui partiront à 65 ans, même si dans la réforme qui est prévue, apparemment, ce régime spécial sera maintenu pour les forces de l'ordre. Deuxième chose, quand tu nous parles de la dette abyssale, bon, il ne me semble pas qu'on soit déjà aux 3 000 milliards, mais ça vient d'où? Je ne vais pas refaire tout l'historique depuis 1973, loi Pompidou-Giscard-Rothschild, et la manière dont nos créanciers ont profité d'un effet d'aubaine pour nous imposer des taux d'intérêt excessivement hauts, qui simplement ont fait que la dette publique française a explosé. Quand François Hollande est président de la République et que Varoufakis avec Tsipras demande à la France de venir les soutenir pour demander une restructuration de la dette avant que ce soit trop tard, François Hollande, homme de gauche, a dit non. Alors que pour le coup, la restructuration des dettes publiques, c'est effectivement ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Donc un programme, ça se prend pas par mesurette ici et là, et c'est la raison pour laquelle il propose, lorsque c'est nécessaire, de désobéir aux traités européens. Et comment? En utilisant un cadre juridique qui nous le permet, c'est-à-dire le compromis de Luxembourg. Mais je rentrerai pas dans tous ces détails, et j'invite celles et ceux qui nous écoutent à se renseigner. D'ailleurs, pour que Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, vienne dire que Jean-Luc Mélenchon est prêt à gouverner, vous reconnaîtrez quand même que le MEDEF, c'est pas vraiment les amis de Mélenchon. Même ses amis reconnaissent aujourd'hui que son programme est totalement applicable. Et je terminerai sur une chose, parce que je sais que tu es porte-parole du coup du parti de Monsieur Governatori, que j'apprécie beaucoup, je le répète. Mais il me semble, puisqu'il est coprésident de l'écologie en centre, qu'il travaille avec Madame Lepage, qui m'avait soutenu au moment des élections municipales avant de me retirer, elle, pas Monsieur Governatori, son soutien. Pourquoi? Et tu vas comprendre le lien avec ton intervention.
parce que j'ai eu des propos concernant la Palestine, parce que oui, je condamne toutes les injustices et je ne fais pas de tri sélectif dedans. Donc si c'est ça, les politiques qui portent des valeurs morales que tu accompagnes et dont tu nous parles depuis tout à l'heure, moi j'estime qu'effectivement, le ménage, ça se fait déjà chez soi et que dans l'écologie au centre, on a des gens qui ne sont pas très courageux. Je suis sur ta position concernant la question de la Palestine. Il y a dans l'écologie au centre des sensibilités différentes. On mène notre combat. Il y a des rapports de force, et tu le sais mieux que moi, à l'intérieur des mouvements politiques. C'est le jeu de la politique. En tout cas, il y a une chose qu'on ne nous enlèvera pas, c'est que aujourd'hui, nous, on porte un projet qui vise à mettre l'éthique et la moralisation de la vie politique au cœur de notre projet de société, et on se battra pour faire avancer nos causes. Mais ce que tu viens de dire, je suis sur ta position, parce que je pense que quels que soient les endroits, quels que soient les États, un État criminel qui aujourd'hui fait ce qu'il fait, je parle de l'État d'Israël, c'est inacceptable, insoutenable, et je suis sur tes positions là-dessus. Ça passe crème aujourd'hui. Ouais, ça passe crème. Oui, Nasser. On soulevait tout à l'heure une question sur les retraites. Ouais. Parce que Rachid disait qu'il faut qu'on mette aussi la retraite à 65 ans. Toi, t'es pour ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais t'es pour. J'ai jamais dit ça. Alors, t'étais opposé à la retraite à 60 ans. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter. Là, j'ai vu. Tu vois, notre ami Ismaël nous a fait un cours. Et moi, j'écoute avec. Non, mais bien évidemment. Il nous a fait un discours d'expert. Moi, ce que je sais, c'est que le citoyen lambda que je suis, d'accord, dit que aujourd'hui, la dette abyssale dont je parle, elle est là. Il faudra la payer, d'accord, et dire que on va revenir à la retraite à 60 ans. Pour engranger des voix, parce que c'est simplement un argument électoraliste, parce qu'on n'a pas fait un travail de pédagogie pour expliquer aux citoyens la réalité. Moi, je dis, quand la démagogie dépasse les limites, basta cosy. D'accord. C'est Rachid, inacceptable. Excuse-moi, moi je partage pas mais forcément ce que tu dis. Je dis pas qu'il faut aller à 65 ans. J'ai pas dit ça. J'ai dit on est déjà à 62 ans. Est-ce que tu as déjà vu, je pense que tu le vois, des personnes qui travaillent dans le bâtiment, qui travaillent dehors à 5h du matin, des mamans qui viennent à 5h du matin pour laver les... Je parle pas de ceux qui vivent mais ça fait partie de ces gens-là aussi. Et comment tu peux les voir jusqu'à 65 ans en train de nettoyer des bureaux ou tout simplement en train de prendre des marteaux-piqueurs pour travailler? Soyons sérieux. Non, mais dans la loi, il faut prendre en compte la pénibilité. Dans la loi, il faut prendre... mais la pénibilité, on n'en parle pas aujourd'hui. On n'en parle pas aujourd'hui. Tous les politiques qu'on a au gouvernement... C'est moi qui vais vous mettre à la retraite si ça continue, et de force, en plus. En tout cas, on en reparlera. Donc toi, tu estimes, Rachid, que la proposition de Mélenchon, la retraite à 60 ans, c'est électoraliste? C'est démagogique et électoraliste. Très bien. Bravo, Rachid. Bon, on continue avec notre invité qui est avec nous et qui est arrivé. Quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, notamment de la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Enfin, il est dans les studios du LGF et de France Maghreb 2. On s'est parlé à de nombreuses reprises par téléphone. Il est en face de moi. Asdine Taibi, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Asdine? Très bien. J'ai la pêche. Je suis ravi de te recevoir, Asdine. Tu es maire de Stein. Tu as été réélu en 2020 pour un second mandat. Et aujourd'hui, tu espères, tu brigues le poste de député. Première question, mon cher Asdine. Cumul des mandats, c'est pas possible. Si tu es élu député demain, tu abandonnes ton poste de maire? Forcément, avec le cumul des mandats, je serai plus le maire de Stein. Ouais. Mais je serai toujours à Stein. Donc pour toi, c'est plus important d'être député que d'être maire? C'est pas forcément plus important, mais je souhaite, moi, porter au niveau de l'Assemblée nationale tous les combats et tout le travail que j'ai mené sur Stein en tant que maire. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi une sacrée équipe. Ouais. On a mené des sacrés combats. Ouais. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que nos voix, les voix des quartiers populaires et des villes populaires, et c'est le cas de Stein, c'est le cas de Blanc-Ménil, La Courneuve et d'Uny, donc la 4e circonscription du 93, on puisse porter les voix de ces quartiers populaires, de ces habitants, au sein de l'Assemblée nationale. Et je souhaite en tous les cas y contribuer modestement,
comme j'ai pu le faire à Stein, comme je le fais d'ailleurs en Seine-Saint-Denis, avec d'autres, et j'espère qu'on sera très 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 nombreuses et nombreux à porter la voix de celles et ceux qui souvent Mais cette envie on de les député, oublie. ça t'a pris le matin en 13 ans ou il y a combien de temps? Non, pas du tout. Tu m'aurais posé la question, pour être très franc avec toi, il y Oui, a parce quelques que mois. qu'on comprenne, c'est tout. Voilà, tu vas comprendre, enfin nos auditeurs vont très vite comprendre. Tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, Oui. j'étais pas parti pour être candidat. D'accord, Voilà. c'est très clair. C'est bon, t'as répondu à ma question. Voilà. Asdin. Alors, on peut dire que tu as subi un acharnement, Asdin. Tu es communiste à la base, et puis tu as rejoint pendant les présidentielles, soutenu Jean-Luc Mélenchon. Dès le départ. Dès le départ, effectivement. Tu as participé, je crois, à ce qu'on appelle l'Avenir en commun. Tout à fait, le programme Voilà. Avenir en commun. Et j'étais même membre du Parlement, Vice-président. vice-président, j'allais le dire, merci Nasser, j'ai été vice-président du Parlement de l'Union populaire. Et j'annonce aux auditrices, aux auditeurs que j'ai été renouvelé au sein de cette nouvelle union du Parlement écologique et social comme membre de ce Parlement. Donc, Et c'est quand pourtant, même assez tu n'es important. pas le candidat NUPS dans cette circonscription. Et- C'est à n'y rien comprendre, Asdin. Si, alors je suis pas Si, le candidat, je d'accord. suis pas le candidat NUPS parce que malheureusement, on va dire les appareils politiques et en particulier celle dont je fais partie de cette famille, le Parti communiste, n'ont pas vu d'un très Ils bon n'ont pas regard, apprécié, oui. n'ont pas apprécié Oui. et pas vu d'un bon œil que je sois le candidat porté par la NUPS parce qu'ils ont estimé que je m'étais trop engagé dans la campagne de Mélenchon. Donc je paye un petit peu, cette situation, mais tant mieux. Parfois dans la politique, il faut avoir son courage, prendre son courage à deux mains et aller jusqu'au bout de la démarche. Donc si c'est pour l'intérêt des habitants, je le fais. Donc en effet... Donc tu es un candidat dissident. Non, pas dissident, je ne suis pas investi dans la NUPS, mais je serais tenté de dire que l'Union populaire, cette démarche, je l'avais créée déjà bien en amont. Donc, tout naturellement et de manière très claire et de manière légitime, j'estime avec beaucoup, et je peux te dire qu'on mène une sacrée campagne. Je le sais. Les amis Je le militants vois, sur le Asdin. terrain, Blanc-Ménil, j'étais encore ce matin à Blanc-Ménil, Ouais. je serai encore tout à l'heure à Stein, demain Ouais. je serai à Duny, à Blanc-Ménil, à la Courneuve. On mène une sacrée bataille pour justement montrer à voir que l'égalité, la dignité, ça a du sens dans le quartier populaire. Si tu es élu député demain, Asdin Taibi, tu rejoindras le groupe de la France Insoumise? La question n'est pas encore là. D'abord, je souhaite d'abord, dès le 12 juin, Oui. arriver en tête Oui. pour que justement on puisse... Signal soit donné. Voilà, pour que le signal soit donné le 19 juin, parce qu'il y a de fortes chances que cette élection se déroulera, comme dans beaucoup de circonscriptions, en 2 tours, pour qu'ensuite, le 19 juin, je puisse en tous les cas être porté à l'Assemblée nationale. Et je ne serai pas tout seul porté à l'Assemblée nationale, je serai porté en tous les cas par un élan populaire et citoyen très très fort. Et auquel cas, à ce moment-là, je verrai, j'étudierai la situation, à savoir dans quel groupe D'accord. j'irai. On n'en est pas là, ne brûlons pas les étapes. En tous les cas, je serai au sein de cette, je l'espère, large majorité composée de parlementaires qui font partie de la NUPS. Et je milite depuis le début, et je l'ai encore dit pas plus tard que lundi soir à Jean-Luc Mélenchon, avec qui j'ai eu un échange très important, et comme à chaque fois, très amical et fraternel. Je fais tout pour que Jean-Luc Mélenchon, dès les premières heures, et je l'ai fait, pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Il n'a pas pu être président de la République, et je l'aurais souhaité, et on sait pourquoi, malheureusement, il n'a pas pu être président de la République. Et d'ailleurs, celles et ceux qui ont tenté de me barrer la route, c'est les mêmes qui n'ont pas souhaité que Mélenchon soit au second tour. Donc voilà. Donc moi, quelque part, je suis cohérent et constant dans mon combat politique Tu as et dans quitté mes aujourd'hui engagements. le Parti communiste ou pas encore? Comment? Est-ce que tu es toujours membre du Parti Je communiste? suis toujours membre du Parti communiste, je suis toujours communiste. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi ne pas l'avoir quitté? Au moins, ça aurait réglé les choses. Chaque chose en son temps. Pour Ouais. moi, ma priorité, c'est le 12 juin. C'est de faire en sorte que les électrices et les électeurs de la 4e circonscription portent leur voix dès le premier tour, pour tout faire pour nous élire moi-même et Karima Katim, que je rappelle, elle est suppléante, conseillère municipale d'opposition à France Insoumise au Blanc-Ménil. Elle se bat avec une sacrée équipe pour que justement les choses puissent changer, y compris à Blanc-Ménil. Donc voilà, et à partir du 12, on va donner le go pour le 19, et là, on déroule le tapis pour aller beaucoup plus loin et mener les combats que je mène à Stein, et je pense que vous les connaissez. Hein, j'ai été là. Et ils sont salués d'ailleurs par également, et c'est là où c'est intéressant, et peut-être que Nasser va dire un petit mot, et Ismaël et Rachid aussi, par des gens qui ne sont pas de ton bord politique. Et c'est ça qui est intéressant. Asdin Taibi, c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent Nasser. Absolument. Asdin Taibi,
c'est un maire qu'on aimerait voir dans plusieurs villes. Je le vois, alors je l'ai connu en 2009 en Palestine. Et c'est là-bas qu'on s'est connus. Et c'est là-bas que j'ai découvert une personne qui était d'ailleurs maire adjoint à l'époque et qui est devenu maire en 2014. Je vois tout ce qu'il développe à Stein. Et je considère que c'est un travail remarquable qu'il fait. Ce que j'apprécie chez l'homme, surtout, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au frontal avec la population. Malgré, parfois, ça peut être difficile de supporter les paroles des uns et des autres, mais il n'a pas peur de se confronter à sa population. Et c'est ce qui fait sa popularité et sa richesse. Ouais. Et on trouve très rarement ce genre de personnes dans des communes qui, aujourd'hui, quand ils ont leur place, on les voit 5 ans après que le mandat soit fini. Et c'est pour ça que je l'encourage, je l'accompagne et j'espère tout simplement qu'il soit député de sa circonscription et qui va représenter, je pense, une bonne partie des quartiers populaires et pas forcément que Stein, La Courneuve, Blanc-Ménil ou le Duny. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été engagé, même sur la question de l'islamophobie, c'est été un des premiers maires qui a signé cette pétition qui avait été lancée par des personnalités politiques et associatives. Donc voilà. Oui, Rachid. Ouais, moi, je voulais dire une chose. Pour moi, je vais faire une annonce aujourd'hui, je vais vous le dire. Parce que moi, là où je vais, et je suis allé à Stein, j'ai écouté les citoyens. Et nous, à l'écologie au centre, aujourd'hui, nous n'avons pas une police ni de droite ni de gauche, parce que l'écologie est au-delà de toutes les idéologies, et on voit qu'elles ont échoué. Pour moi, je ne vois pas l'étiquette politique. Moi, ce que je sais, c'est que Azdine Taïbi est vu comme un très très grand humaniste, une proximité incroyable. Il est le soir, quand il y a un souci, qu'il y a un problème, il n'appelle pas la police, il va au devant des citoyens. Il a mis en place des actions pour éveiller les consciences de la jeunesse et tout un travail sur les questions liées à l'écologie. Et moi, je vais vous dire une chose. Je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est pas l'étiquette politique. C'est au-delà des idéologies. Moi, j'appelle, en tout cas en tant que porte-parole nationale, mais là, c'est Rachid Mokrane qui parle. Moi, je te soutiens, mon cher Azdine, pour tout ce que tu fais, pour l'humaniste que tu es, au-delà des idéologies. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut en appeler à toutes les forces citoyennes pour montrer qu'à un moment donné, d'abord, il a eu le courage de dire non aux décisions des appareils politiques. Ça, c'est courageux. Et je dis que les abstentionnistes doivent l'entendre, ils doivent se mobiliser et donner un exemple pour dire qu'à un moment donné, ces appareils, quand ils donnent une décision, eh bien, le peuple, il est capable de porter. Et je crois que si Azdine, demain, se retrouve à l'Assemblée nationale, ça montrera aux appareils politiques qui ne peuvent pas décider dans leur petit coin de qui ils font, etc. Bon. Et moi, d'abord, je le dis, c'est parce que, d'abord, je pense que c'est un humaniste et qu'il a une véritable éthique de la responsabilité. Et je rappelle ce que ça veut dire pour moi. L'engagement, c'est prendre sur soi le destin d'autrui. Et c'est pas quelqu'un qui est identifié comme quelqu'un qui veut se servir. Et au contraire, il est au service de ses concitoyens. Bravo Azdine. Et nous, moi je le dis, en tout cas personnellement, en tant que citoyen, Rachid Mokrane, je te soutiens dans le cadre du combat que tu mènes et j'espère que tu vas gagner. Alors, en tous les cas, merci pour ton message qui me touche. Et tu as raison de préciser que parfois, au-delà, je dirais, des appareils politiques et puis des combines politiques, il faut savoir faire preuve de courage et d'engagement. Et très modestement, mon engagement, je le puise aussi au fait que pendant très longtemps, j'ai été militant d'éducation populaire. Nasser l'a été aussi. Et ça, quand on est militant d'éducation populaire, c'est-à-dire quand on est sur le terrain, moi j'ai été animateur et éducateur responsable jeunesse. Moi aussi, je suis animateur depuis des années. Super, voilà. Et à la radio. Non, mais si vous voulez, on se forge une âme, je dirais une forme, je dirais de combat permanent, parce qu'on est proche du terrain. Et ça, faut le reconnaître, ça dérange la classe politique. De droite comme de gauche, ça dérange la classe politique quand on est, je dirais, dans le combat et quand parfois on refuse les combines et puis les accords partisans qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui tournent le dos aux habitants des quartiers populaires. Donc voilà, moi je puise cet engagement-là, j'ai des convictions profondes. Tout à l'heure, Nasser parlait du combat que je mène pour le peuple palestinien, c'est pas d'aujourd'hui. Mon premier engagement, ça a été
pour le combat du peuple sud-africain et en particulier pour la libération de Mandela au milieu des années 80. Moi, j'ai été fasciné de voir cette mobilisation en France. J'étais tout jeune qui s'était organisé pour exiger la libération de Mandela. Et Mandela, on ne peut pas le taxer de musulman parce que parfois on m'a reproché le fait de soutenir la cause palestinienne parce que forcément ce sont des musulmans et des chrétiens. Voilà. Et bien sûr, on oublie qu'il y a pratiquement 25% de la population qui est chrétienne. Ouais. Et moi, en fin de compte, mon engagement... Ça t'a coûté, Asdin, on va dire que la fachosphère s'en est pris largement à toi. Mais parce que quelque part, on dérangeait, tant mieux. Il y a même eu des procès, d'ailleurs. Je dirais que tant mieux si quelque part, on fait peur à la fachosphère, excuse-moi, on fait peur, je dirais, aux fachos, etc. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est quand... des gens, soi-disant dans notre camp politique, des gens de gauche, font tout pour vous barrer la route et font tout pour justement refuser que vous puissiez vous émanciper politiquement, etc. Et il y en a beaucoup qui en payent les frais. Nasser, on est un exemple à Gennevilliers, mais je pourrais citer des centaines d'exemples. Donc je pense qu'à un moment donné... Justement, ça tombe bien que tu dises ça, Asdin, parce que il y a beaucoup de gens effectivement qui ont porté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Et quand il y a eu les législatives arrivant et les investitures qui ont été distribuées, il y a eu beaucoup de déçus. Et quand on regarde la carte, par exemple, des personnes investies pour la NUPS dans le 93, pardon, mais franchement, est-ce que ça correspond à la population de ce département ? Est-ce qu'on n'est pas retombé dans les travers au travers des dirigeants de la France insoumise, encore comme à l'époque des années 80, où on se sert de toi pour aller distribuer des tracts et une fois que tu es élu, on n'a plus besoin de toi et on te fait comprendre que tu es trop basané, trop noir pour aller au-devant d'un poste à responsabilité. C'est ça encore cette gauche qui méprise un peu une certaine population, qu'elle se sert d'ailleurs pour se faire élire, Asdin. Il faut dire la vérité. Ouais, mais Christophe, juste pour rebondir avant de laisser Asdin de répondre, je ne sais pas si tu te rappelles quand on avait appelé Asdin Taibi pour les présidentielles où tu avais soulevé la question des quartiers populaires. Et Asdin t'avait dit au téléphone, dans tous les cas, je ferai tout pour que les quartiers populaires soient représentés. Aujourd'hui, il est face à ces gens qui aujourd'hui ont peut-être méprisé ou laissé de côté les quartiers populaires et aujourd'hui, il se présente en tant que candidat, mais qui fait partie du peuple. Et donc, c'est l'image, en vérité, de la personnalité. Pardon, mais donc, aujourd'hui, ceux qui étaient pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle sont en train de dire on s'est foutu de nous et on veut faire barrage à la NUP. C'est ce qu'on entend aujourd'hui, Asdin Taibi. Voilà. Alors moi, je vais bien réagir après dessus. Oui, bien sûr, Ismaël, ne bouge pas. On l'entend bien évidemment, et je reconnais. Il faut l'entendre, c'est important. Bien sûr, on l'entend, je l'ai encore entendu ce matin au marché des Tilleuls au Blanc-Ménil. Ça prouve qu'il y a encore du chemin à parcourir et il y a encore des combats à mener. Le chemin, il est en partie, le chemin a déjà été bien avancé. Il faut reconnaître que Jean-Luc Mélenchon, et c'est pour ça que je le soutiens vraiment, et puis je souhaite qu'il soit Premier ministre, a déjà fait en sorte que la question des quartiers populaires, et au travers de la question des quartiers populaires, c'est la question de l'éducation, c'est la question des services publics, c'est aussi également, tout à l'heure je vous entendais, la question des retraites, parce que forcément dans les quartiers populaires, ceux qui aspirent à partir en retraite dès 60 ans, c'est ceux qui sont brisés de la vie, c'est ceux qui ont trimé comme des malades, les femmes qui quittent nos quartiers pour aller faire du ménage à l'autre bout de Paris, etc. Donc Jean-Luc Mélenchon, au sein de son programme Avenir en commun et au sein, je dirais, de ses combats, il a placé la question de la dignité, de l'égalité des quartiers populaire des habitants. Il y a encore du chemin. Malheureusement, on est souvent rattrapé par les combines, je dirais, politiciennes, même si moi je souhaite qu'une très large majorité soit élue dès le lendemain du 19 juin pour faire en sorte que le programme et de Mélenchon, mais vraiment un vrai programme de gauche et de rupture soit réalisé. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a encore du chemin à faire parce qu'il y a encore les égos, parce qu'il y en a certains qui considèrent que, entre guillemets, les personnes issues des quartiers populaires, entre guillemets, les racisés, etc., c'est bien quand vous êtes là pour mener, je dirais, la campagne et sur le terrain distribuer des tracts, etc., d'aller voir vos copains, vos copines, etc., de faire quelques petites merguez, etc. Et puis au moment où il faut prendre des responsabilités, on vous barre la route. Ça, c'est insupportable. Donc j'estime qu'il y a du chemin à faire, mais j'estime qu'il faut surtout pas lâcher. Et je pense que l'engagement de Nasser, l'engagement de Rachid, même si on n'est pas de la même sensibilité, et de bien d'autres, elle est essentielle, de mes amis Bali, Boudjekada, que tu connais, Asdin, qui va d'ailleurs te soutenir la semaine prochaine. Il est là avec nous. Il est là, il sera parmi nous la semaine prochaine. Ismaël, alors on t'écoute. Ouais, non, moi ce que j'ai déjà envie de dire à tout le monde, c'est il y a qu'à écouter le discours que tient Asdin de suite.
Et on se rend compte qu'alors même que, quelque part, n'importe quel citoyen lambda qui serait dans sa situation aurait pu faire un bras d'honneur à la nouvelle Union populaire, lui décide non seulement de se rattacher à quelque chose de supérieur à nos intérêts personnels, à savoir le programme, et surtout il regarde au final quel avantage est à tirer justement pour ses administrés de ce programme de la nouvelle Union populaire. Et ça montre quoi? Ça montre très simplement que ce monsieur n'est absolument pas candidat simplement pour des petites considérations personnelles. Parce qu'effectivement, comme il l'a justement rappelé, il ne comptait même pas y aller. Mais quand vous êtes le plus légitime de tous, il est tout à fait normal que celles et ceux autour de vous se disent à un moment donné, mais on a quelqu'un à côté de nous qui peut porter notre voix à l'Assemblée nationale, pourquoi commencer à faire des combines, à aller chercher quelqu'un d'autre, puisqu'il s'impose naturellement? Moi, ce que je dis simplement, c'est que les gens... et je ne vais pas dire ça pour me mousser moi personnellement, mais je fais des centaines, des milliers de kilomètres pour venir voir Asdine, pour essayer de donner de la force en étant du Doubs. Déjà parce que je ne vous le cache pas, on le regarde avec envie depuis le Doubs. Ou plutôt on regarde ses habitants avec envie, on regarde de la qualité du travail qui est fourni, et je dis vraiment pas ça pour te mousser, Asdine. Et à côté de ça, je veux simplement vous dire que le pire ennemi d'Asdine, le 12 juin, ça va être l'abstention. Donc concrètement, si des gens comme moi, on arrive à faire des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres pour quelqu'un comme Asdine, vous qui habitez justement Duny, Stein, La Courneuve, El-Blanc-Ménil, vous pouvez prendre 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, même si c'est nécessaire avec les transports pour aller voter, parce qu'il y a vraiment des enjeux de société qui sont immenses et Asdine sera un juste représentant. Alors, on va se retrouver dans un instant, mais il y a quand même une question que j'ai envie de te poser, Asdine, et que tu répondras dans un instant. Et on a Mohamed aussi qui nous attend au téléphone, puisque les auditeurs... Ici, sur France Maghreb 2, c'est la démocratie. Ils peuvent appeler, écoutent et veulent intervenir. Il est de Bobigny. Bon, pas dans ta circo, mais il y a quand même des choses à te dire peut-être. Mohamed, mais moi j'ai une question à te poser. Moi j'entends depuis tout à l'heure t'exprimer sur la NUPS, etc. machin. Mais dans ta circonscription, il y a une candidate NUPS. Mais alors pourquoi c'est pour ça que les habitants se disent qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vote pour la candidate NUPS et en l'occurrence pour Jean-Luc Mélenchon, pour Asdine Taibi? Quelle est la différence? C'est ce que tu vas tenter de nous expliquer dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans le LGF, émission de référence, mes amis, où l'on dit tout haut ce qu'on pense tout bas. On dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, en l'occurrence. Ici, vous l'avez compris, entendu, les débats sont vifs, avec côté Rachid Mokrad, Nasser Lajili, Ismaël Boudjekada et notre invité, Asdine Taibi, candidat, maire de Stein et candidat aux élections législatives pour la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. La question très importante, Asdine Taibi, que peuvent se poser les habitants de cette circonscription qui ont une candidate NUPS, en l'occurrence? Tu n'es pas, toi, le candidat NUPS dans cette circonscription. Tu en es... j'allais dire, très près idéologiquement. Voilà, on a bien compris que tu défends en tout cas cet accord et cette idéologie. Mais pour le coup, pour un habitant de cette circonscription, pourquoi voter Asdine Taibi plutôt que la candidate officielle de la NUPS? Le choix est très clair. Ouais. D'abord, Asdine Taibi est celui qui a soutenu, dès les premières heures, à une période où très peu de personnes soutenaient Mélenchon. Donc j'ai fait partie des premiers soutiens apportés à Jean-Luc Mélenchon. Je lui avais dit d'ailleurs il y a pratiquement 2 ans, lors de l'université d'été à Valence, qu'il aura mon soutien, mais que ce ne sera pas un soutien simplement un prête-nom, mais un soutien vraiment fort, un soutien sur le terrain. Donc déjà ça. La seconde raison, c'est que moi je souhaite que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, voilà, et que la candidate investie par la NUPS, déjà, ce n'est pas mon adversaire, ça c'est clair, mais c'est une candidate qui n'a pas soutenu Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour, je le rappelle quand même. Donc voilà, donc il y a une forme, je dirais, de cohérence et de constance politique à laquelle les électrices et les électeurs feront un choix très clair. Et les électrices et les électeurs de ma circonscription le savent très bien. J'ai fait partie, y compris avec Karim Akatim, et puis avec d'autres, des soutiens très forts de Mélenchon, des soutiens très forts pour mettre en place et faire partager et discuter autour du programme de l'avenir en commun. Donc ça, c'est un élément important. Et parce que aussi, je porte des combats. C'est-à-dire que, pour être très clair, demander à un électeur, une électrice de la circonscription, quels sont les combats qui ont été portés par la candidate de la NUPS, la candidate officielle, posez-leur la question. Posez la question également, quels sont les combats, les engagements que mène Asdine Taibi avec d'autres, parce que je ne suis pas tout seul,
sur la circonscription Astin et de manière générale en Seine-Saint-Denis. Je pense que c'est important parce que on ne peut pas tromper les électrices et les électeurs. Il ne s'agit pas d'envoyer quelqu'un à l'Assemblée nationale pour faire bien. Il s'agit d'envoyer quelqu'un qui va porter des combats. Et je peux te dire, la garantie en votant Azine Taibi et Karima Katim, c'est une garantie concrète, forte, déterminée, engagée de mener tous les combats de l'égalité, les combats de la dignité, les combats de service public, les combats contre les violences policières, les combats justement pour que on puisse aspirer à un autre monde, le conflit en Palestine, les combats justement pour une école de la République, les combats aussi pour lutter contre toutes les formes de racisme et en particulier contre l'islamophobie. Ça, je l'ai porté, je le porte et je vais continuer à le porter. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer quelqu'un parce que ça peut faire plaisir à des accords. Il faut envoyer quelqu'un qui va être au boulot, qui va être confronté à tous les combats, je dirais, à toutes les mobilisations et sur le terrain. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important. Et je rappelle que mes adversaires, mes ennemis, sont la droite, l'extrême droite, le clan de Macron et bien évidemment... Tout à l'heure, Rachid le rappelait, il faut tout faire pour lutter contre l'absentéisme qui parfois est très important dans nos quartiers populaires. Donc, tu les as vues les nouvelles affiches de campagne de Renaissance ex-République En Marche? Non, j'ai pas eu l'occasion de les voir. Il faut les regarder parce que au lieu de promotionner les candidats de Renaissance, on y a mis une photo de Mélenchon où on attaque le programme de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPS. Parce qu'il fait peur, parce que son programme... Est-ce qu'il fait peur aujourd'hui à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, bien la sûr, NUPS fait peur à la République En Marche? Macron a bien compris qu'il risquait de ne pas avoir une majorité absolue. Le fait de ne pas avoir une majorité absolue nous donne, je dis bien, je me mets dans le nous donne vraiment une sacrée opportunité pour qu'on puisse tout faire pour que Mélenchon soit Premier ministre. Et je m'aperçois qu'un certain nombre de Ça va être dur, Asdine. Mais il faut se battre jusqu'au bout. Ça peut être dur, bien sûr. Ça peut être dur, mais... c'est d'autant plus difficile que si on laisse, si on ne fait rien. Le combat, faut le mener jusqu'au bout. Ouais, en fait, oui, Rachid, Christophe, avant qu'on accueille Mohamed, moi je crois que Macron aura une majorité. Elle ne sera pas grandiose, mais il aura une majorité. Ce qui se passe pour Macron, l'inquiétude qu'il a, c'est qu'en fait, il a 5 partis. Ces pseudo-robsistes, progressistes, qui sont allés à la soupe et qui se disent de gauche, qui nous ont trompés pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, ils nous ont enfumé, les mecs. Ils ont fait un travail de désastre. Aujourd'hui, ils vont à la soupe, ils sont allés à... Ils ont créé les progressistes, robsistes en mouvement. Après, tu as Agir, tu as Horizon, etc. Ils vont sortir les couteaux et ils vont débarrer pour s'entretuer, en fait. Ça va être une randonnée mortelle. Et leur inquiétude, effectivement... ça va être très très dur pour eux pour gouverner, puisqu'il va y avoir les ambitions présidentielles qui vont s'exprimer, et Macron ne peut pas se représenter. De l'autre côté, effectivement, aujourd'hui, l'opposition se sera portée par Mélenchon. L'objectif, c'est de réduire au maximum leur puissance de feu et de frappe. Et donc, effectivement, de gagner aussi. Ils sont en train de gagner, je pense... Oui, là, moi, franchement, ça relève du miracle. Non, ça relève pas du miracle. Non, Rachid, il faut être clair. Et il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ça relève pas du miracle, ça relève d'une forte participation. Et plus il y aura une participation, plus Mélenchon aura de chance. Plus il y aura de l'abstention, plus c'est favorable à Macron. Mais je tiens à dire une chose aussi, parce qu'il faut dire des vérités. Moi, je n'appartiens pas à la NUP. Oui, j'ai bien compris. Cette fameuse NUP. Et effectivement, je suis pas dupe. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que Mélenchon a profité d'une situation qui fait que Zemmour, en crachant son venin comme il a fait, il a créé une telle frustration que le seul qui a défendu la cause de ce quartier populaire et de cette communauté, entre guillemets, qui n'existe pas, mais arabo-berbéro-musulmane, pour la première fois, elle a voté massivement. Est-ce qu'elle votera pour la NUP ? Là, moi, je ne suis pas sûr. Elle a voté Mélenchon, mais je ne suis pas sûr que massivement elle votera pour la NUP. Quand on voit certains candidats... Je souhaite qu'elle puisse voter pour des candidats c'est vrai, mais il a raison, Rachid, parce qu'il y a des candidats aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les personnes investies, pardon, mais Raquel Garrido à Bobigny, c'est du foutage de gueule, Asdine. Franchement, pour les habitants de Bobigny, sincèrement. Excusez-moi. Alors Mohamed, qui nous appelle justement de Bobigny. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. 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 Je voulais simplement rebondir sur ce qui a été dit précédemment.
Alors, moi, je pense que l'élection législative est une nouvelle élection. C'est pas l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est, on va dire, la mobilisation générale qui a été faite. Elle est aussi le résultat, on va dire, de l'hystérisation du débat politique au niveau national et lié à l'extrême droite, à Zemmour, etc., etc. Par contre, le problème par rapport à ce qu'à, du moins à l'alliance, je dirais au cartel des gauches, l'alliance ou je dirais au cartel des gauches et la NUP en particulier, parce qu'il y a d'autres groupements, c'est justement le principe, on va dire, des investitures. Quand on regarde au niveau du 93, alors je vais pas dire que il y a du racisme ou quoi que ce soit. Je dis simplement il y a de l'opportunisme politique et il y a justement une culture de l'entre-soi au sein des partis de gauche qui Jean-Luc Mélenchon fait aujourd'hui. Je dis pas Jean-Luc Mélenchon, je le personnifie pas. Je dis simplement c'est l'organisation qu'il y a derrière. Hein. Eh bien, font aujourd'hui avec les militants, on va dire des quartiers populaires, ce que Mitterrand a fait en son temps. Et le problème, c'est que lorsque l'on voit on va dire le profil des candidats en Seine-Saint-Denis, ça me questionne. Voilà. Donc, en définitive, c'est ce que je disais tout à l'heure à Asdine. Et je pense, et merci Mohamed en tout cas de l'avoir dit, c'est ce que tu dois entendre sur le terrain, Asdine. Ces interrogations-là, tu les entends? Bien sûr, j'ai encore entendu ce matin, et je le redis, je le disais tout à l'heure en début d'émission, il y a encore malheureusement du chemin à mener, et puis il faut qu'on continue à prendre notre bâton de pèlerin pour faire en sorte que nos quartiers populaires avec ses habitants puissent être, je dirais, représentés, mais avec des valeurs et des combats. C'est pas encore le cas en Seine-Saint-Denis, mais pas qu'en Seine-Saint-Denis d'ailleurs, hein, d'une manière générale. Ça veut dire qu'il faut encore faire bouger les lignes. Les lignes sont extrêmement difficiles à faire bouger et qu'à un moment donné, on ne peut pas être simplement des faire-valoir ou servir, je dirais, d'être installés dans des strapontins. Il faut faire en sorte que justement, celles et ceux qui aspirent à vivre dans une société qui respecte tous ses enfants, et c'est le cas ici, enfin c'est ce qu'on souhaite ici dans cette République, soient aussi des représentants dignes et fiers de cette République. Et je reconnais qu'il y a encore beaucoup de chemin, parce que parfois, et ça a été encore le cas et ça a été dit, parfois les logiques partisanes et les logiques d'appareil font que cette aspiration populaire et citoyen est totalement étouffée. Voilà. Et moi je le dis, je suis très tranquille pour le dire, puisque c'est un combat que je mène depuis très longtemps. Mes camarades et amis connaissent mon discours, il n'a pas changé. Là, il y a une opportunité importante de faire élire un maximum de députés au sein, je dirais, de cette nouvelle majorité qui, je l'espère, sera majoritaire. Mais ça ne veut pas dire que le travail est pour autant achevé. Il y a encore beaucoup à faire. Attends, bouge pas, Rachid, parce que j'aimerais que vous puissiez poser une question tous les trois à Asdine Taibi. Il nous reste 5 minutes et j'aimerais poser moi la dernière question. Alors, tiens, Ismaël, une question pour Asdine Taibi. Oui, non, enfin, pour le coup, il n'y a pas vraiment de questions. Maintenant, de manière très simple, tu connais mon soutien, il est indéfectible en tout point. Maintenant, effectivement, moi, je pense ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que contrairement aux autres candidats de gauche, parce que c'est vrai qu'on remarque un certain entre-soi, comme ça vient d'être dit par l'auditeur, mais contrairement aux autres candidats de gauche, moi j'invite les gens au final à regarder ce que fait Asdine Taibi, c'est-à-dire il n'est pas rentré dans une campagne de témoignage. C'est une campagne au contact des gens et où il n'a de cesse d'expliquer le programme de Jean-Luc Mélenchon. Quand d'autres justement rentrent dans l'attaque personnelle, allant jusqu'à le diffamer et à le... Ah bah voilà, tu vois, il a été diffamé là pour le coup, Ismaël. Moi par contre je vais juste réagir et je poserai une question à Asdine. Concernant la candidate de la NUPS, faut-il rappeler que c'est des gens qui n'ont pas fait de campagne, on les a pas vus pendant toute la présidentielle, absent total. Même Marie-Georges Buffet, qui aujourd'hui se disait prête à soutenir la candidature à Mélenchon, elle a tout de suite retiré son soutien. Donc par pression de son parti politique. Aujourd'hui, Asdine, il a su tenir cette pression, malgré la pression qu'il a pu avoir, il a su tenir son engagement. C'est pour ça que je dis que les gens, il faut qu'ils prennent conscience que d'ailleurs, la candidate actuelle qui est titulaire, absente. Soyons sérieux. Comment on peut mettre une candidate qui, aujourd'hui, personne ne connaît dans la circonscription? Soyons sérieux.
On est en train de reproduire ce que la gauche a fait pendant le passé. Donc à un moment donné, ça suffit, ça passe plus. Et empire, exactement, ça suffit. Parce que ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent au quotidien, ils sont autant légitimes que ceux qui aujourd'hui souhaiteraient avoir cette place. Et la question que je voulais te poser, Asdine, c'est demain, si je le souhaite d'ailleurs, même si on a des points de désaccord et même si je suis déçu de beaucoup de choses qui se passent au sein de la NUPS, si Jean-Luc Mélenchon est désigné Premier ministre, est-ce que tu accepterais d'être ministre de son gouvernement? Ah voilà une bonne question. Et quel poste? Écoute Nasser, si je te réponds par oui, on va me dire que je suis un opportuniste, on va me dire que je suis quelqu'un qui cherche la place, etc. Et quelque part, on va oublier mes 35 ans de militantisme sur le terrain. Donc voilà. S'il me le propose, évidemment, il faudra réfléchir. Mais ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est de tout faire pour être élu député le 12 ou le 19. Moi, tu l'as dit tout à l'heure, Nasser, mon objectif, c'est de tout faire pour apporter, je dirais, ma détermination, ma force, et pour faire parler et faire entendre, je dirais, l'aspiration des habitants des quartiers populaires. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc si, à un niveau de responsabilité, je peux modestement apporter cette force, apporter cette détermination pour défendre l'égalité et la dignité des quartiers populaires, je le ferai sans aucun problème. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai pas besoin d'avoir, je dirais, d'avoir un très très bon bureau, et c'est pas le cas d'ailleurs, un chauffeur, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact. Et d'ailleurs, je passe mon temps, même hors campagne, je le dis souvent, avant, pendant et après les campagnes, je suis sur le terrain. Voilà. Mais si en effet, il venait à Jean-Luc Mélenchon de me proposer des responsabilités, si j'étais amené à accepter, je le ferais pour l'intérêt des habitants. Alors, Rachid, question. Christophe, tout à l'heure, tu as dit une chose très très importante. Tu as parlé d'un exemple. Raquel Garrido, qui est la femme d'Alexis Corbière. Cette stratégie de copinage, de coquinage, qui impose aujourd'hui des individus parce que c'est l'ami de mon ami. Comment vous voulez vous y retrouver? On peut parler. Bon, Asdine, je pense qu'il va gagner. Mais on peut aussi parler de Lamia. On va gagner. On peut parler aussi de Lamia Laharage à Paris, qui elle aussi est victime de la plus grande des injustices. Bon, elle a quand même un Lionel Jospin, c'est pas n'importe qui a décidé de dire sa vérité et qui va au bout. Celui qui s'est fait éclater au premier tour en 2001. Oui, mais en 2002, pardon. Oui. Ouais. Non, mais attention. Il avait contrairement. C'est celui qui a changé les règles à propos des législatives d'ailleurs. Merci Jospin. Et moi, je vais te dire, Jospin, je le respectais pour une chose. Par rapport au Parti socialiste, il avait une véritable éthique. Et aujourd'hui, quand je vois que Raquel Garrido a été imposée à Bobigny, et quand je vois les gens du MIB, le mouvement pour l'immigration, les banlieues, tous ceux qui se sont organisés, structurés pour soutenir Mélenchon à la présidentielle, ils sont marginalisés, mis de côté, pour prendre comme ça de la diversité, comme ils disent. C'est-à-dire des gens qui font bonne figure en termes d'image, mais qui ne représentent personne. Moi, je trouve que les vrais militants, cette arrogance et ce mépris, ils vont le payer, comme l'a payé Manuel Valls aussi. Alors Rachid, il faut quand même reconnaître qu'il y a un sacré travail qui est mené par le collectif On s'en mêle. Nasser les connaît. Moi, je connais plus particulièrement un certain nombre de ces militants qui sont issus. Jamel Attala, un certain nombre de grands militants. Je veux dire par là, faut rendre hommage aussi à ces militants. Absolument. À ces militants de la première heure. Moi, j'en ai fait partie. J'étais plus jeune. Moi, j'ai fait partie de la première marche en 83 quand la marche est arrivée à Paris. Avec toi, vraiment, exactement. Faut rendre hommage à tout. Vous êtes plus tout jeune, les gars. À tous ces militants, exactement, parce que ça a été on va dire les premiers de cordée. Dernière question, dans un instant, et juste après la pub. Et le combat que l'on mène, c'est justement. Le combat, moi, c'est la pub, c'est de faire rentrer de l'argent dans la caisse. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Ismaël Boudjekada, avec Rachid Mokrane, avec Nasser Lajili et notre invité Asdine Taibi. Pour la toute dernière question, et c'est ma question, elle est toute simple, c'est une question que je pose à tous les candidats qui passent par chez moi, et ils seront encore nombreux la semaine prochaine, notamment les candidats chroniqueurs du LGF. Je vais les citer, Kaoutar Ben Mohamed, Assia Meda, Sabrina Sebaï et Nicolas Jeanneté notamment, mais il y en aura d'autres évidemment puisque la semaine prochaine on va essayer de mettre le bouchée double. Alors aujourd'hui c'est Asdine Taibi qui est avec nous, il est candidat pour la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis pour les villes de La Courneuve, de Blanc-Ménil, de Duny et de Stein. Pourquoi Asdine Taibi, le 12 juin, il faut
glisser le bulletin Asdin Taibi dans l'urne? Il faut le glisser parce que ce sera le bulletin qui permettra de mener tous les combats et la bataille, je le redis, pour l'égalité. Ce sera le bulletin qui permettra de mener les combats pour les services publics. Et je vais te donner un exemple concret. J'ai mené un combat pendant près de 2 ans avec les habitants stanois, avec un collectif, pour la réouverture d'une poste située dans un quartier populaire. Ça, c'est des choses concrètes, c'est des choses qui parlent aux gens. Et ce combat, il est inédit. Le secrétaire national de la Poste, d'un syndicat, la CGT, a dit clairement, tous les 3 jours, une poste ferme en France. Et il a clairement dit, c'est inédit, une poste a réouvert à Stein, parce que c'est la détermination, la force du combat qui l'a permis. Donc ça, le bulletin, pour moi, est essentiel. L'autre élément aussi important, c'est de se battre, tout à l'heure j'ai entendu parler justement de la retraite, c'est de se battre pour la retraite à 60 ans. Ça aussi, c'est pour moi un élément important. C'est aussi se battre pour supprimer le Parcoursup. Parce que c'est justement là, on a encore vu tout récemment les résultats qui ont été donnés par rapport à Parcoursup. C'est complètement indigne et complètement injuste. Le nombre de jeunes qui sont rentrés dans ce processus, je dirais, inégalitaire, qui consiste justement à créer des inégalités déjà entre territoires. Donc, il vaut mieux habiter à Neuilly-sur-Seine ou à Levallois pour être sûr d'être dans Parcoursup que à Stein, à Gennevilliers ou à Aubervilliers ou à Blanc-Ménil. La semaine prochaine de cette Donc voilà. Parcoursup. Donc il y a des combats très importants parce que le bulletin de vote, c'est pas simplement on vote et puis après on vous oublie, etc. Ce bulletin de vote sera le bulletin de l'espoir, le bulletin qui permettra en tous les cas de mener des combats dès le lendemain de l'élection. C'est-à-dire que moi j'invite tous les habitants le lendemain de l'élection, c'est-à-dire le 20, le second tour c'est le dimanche 19, je serai élu député, le 20, on se met au turbin comme on le fait avant pour mener toutes ces batailles, pour l'école, pour la justice, pour le logement, toutes ces batailles, et on fait en sorte qu'on puisse faire front contre le projet de Macron et faire en sorte que Mélenchon soit Premier ministre. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et il faut le mener de manière, je dirais, large, de manière rassemblée, mais surtout de manière déterminée et sans tromper les gens. Ma candidature, c'est une candidature qui est totalement claire, transparente, avec, je dirais, un engagement constant. Et je ne suis pas là pour duper les gens. Il aurait fallu que je le fasse depuis très 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 longtemps. C'est pas à mon âge, ça se saurait déjà. Donc voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et j'espère que ça sera aussi le cas pour d'autres candidats dans d'autres circonscriptions. Merci Asdin Taibi. Merci et à bonne vous. chance et bon courage donc pour cette élection. Et merci de m'avoir invité. Et maintenant tu connais l'adresse, donc tu reviens quand tu veux. Aucun souci. Avec grand plaisir. En tant que député. Tout à La fait. prochaine fois, c'est en tant que député. Exactement. Voilà. Eh ben, on fait ça comme sera ça. avec un grand plaisir. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Asdin Taibi. Merci à vous. Candidat donc dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. On va saluer notre ami Nasser Lagili qui doit partir aussi. Je t'embrasse, Merci. mon Nasser. Bonne Prenez soin de rentrée. vous. Merci. Et je reste avec Ismaël Boudjekada qui est avec nous normalement. Ismaël. Toujours là. Voilà, toujours là. super, parce qu'on a des petites problématiques connexion Internet. Auditrice, auditeur, vous pouvez nous appeler dans un instant. Je reste avec pour les 10 dernières minutes et pour un zapping en compagnie de Rachid Mokran et de Ismaël Boudjekada. Tout de suite. Merci d'être avec nous en direct dans cette émission très riche aujourd'hui avec Rachid Mokran qui reste avec nous, porte-parole de l'écologie au centre, c'est ça Rachid? Oui, absolument. Ismaël Boudjekada qui est élu dans le Doubs et qui sera avec nous d'ailleurs la semaine prochaine en studio. Ismaël, tu seras avec nous la semaine prochaine. Exactement. Tu viendras débattre ici, les yeux dans les yeux, face à face. Et il y a un auditeur qui nous écoute, qui s'appelle Houssen, qui a l'habitude de nous appeler de temps en temps, et lui qui veut dénoncer le Mélenchon bashing. Houssen. Oui, salut Christophe, salut tout le monde. Salut Houssen. Moi, je commence à être un peu stupéfait. J'ai l'impression que nous sommes la seule communauté qui s'automutile. Et sachant que la NUPS, ce n'est pas que Mélenchon. Dans cette histoire d'écologie, il y a plein de trucs sérieux. Mais on fait que du Mélenchon bashing. Et cette histoire-là, ça existe dans tous les autres partis. Mais ils en parlent pas. Mais là, l'émission a commencé. Mélenchon, on n'est pas d'accord. On a commencé un travail. Finissez le boulot et après vous verrez.
Exactement. Le travail vient à peine, la moitié est fait. Pour concrétiser, on s'automutile. Et après, on va s'étonner que Macron a gagné les élections et il recommence ses bêtises. Et on va se plaindre. Soyez un peu stratège, c'est 2 secondes. Merci Houssen. Voilà, bon, on avait compris que tu dénonçais le Mélenchon bashing. Alors messieurs, j'ai envie qu'on termine avec un petit zapping, dont je vous propose de réécouter le petit jingle qui illustre et annonce le zapping. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on les reconnaît. Il est excellent ce jingle, franchement je l'aime beaucoup. Alors, eh ben oui. Emmanuel Macron qui était chez toi hier, mon cher Rachid, à Marseille. Il était là-bas. Oui, il était là-bas, effectivement. Et on lui a posé la question à propos des vaccins. Quelle va être la stratégie? Écoutez la réponse. Vacciner tout ce qui peut être vacciné parce qu'on évite ces virus. C'est ça la meilleure réponse pour alléger la charge du système de santé et avoir une population en bonne santé. Donc aussi, on va continuer d'agir sur ce volet. On va continuer d'agir sur ce volet, nous dit Emmanuel Macron. Rachid. Ben, moi, c'est un sujet qui me dépasse un peu, je l'avoue. On voit bien ce qu'on nous a fait pendant 2-3 ans. Et du jour au lendemain, la présidentielle, et du jour au lendemain, on nous dit plus de masques. Moi, je vous avoue, je préfère me taire, Christophe, parce que j'ai pas une position sur ce sujet. Les experts, les scientifiques se sont exprimés. Il y a aujourd'hui des pour, des contre. J'ai tout entendu et aujourd'hui, je me dis, c'est extrêmement grave parce que on instrumentalise, on conditionne les individus, on manipule, on divise. C'est très très grave. Mais j'ai pas une position arrêtée par rapport à ça. Ismaël, sur la stratégie vaccinale d'Emmanuel Macron. Alors déjà, ôte-moi d'un doute, Christophe, il a bien dit tout ce qui peut être vacciné. Absolument. Voilà, donc déjà ça montre bien, j'appelle ça un lapsus révélateur, on n'est pas des choses, hein, c'est ce que semble nous expliquer Monsieur Macron, il nous voit comme du bétail. Je lui rappelle qu'on est des êtres humains et qu'on a quand même le droit de disposer de notre corps comme on l'entend. Moi, j'ai la triple dose, hein, parce que j'ai décidé de faire le mouton pour pouvoir organiser quelques événements on va dire fraternels et conviviaux au sein de ma collectivité, alors même que le contexte sanitaire nous a posé des restrictions. Maintenant, je me trouve aux côtés de celles et ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner, à commencer aussi par des soignants avec qui je suis en contact et qui sont d'ailleurs nombreux en France à refuser cette vaccination forcée. La réalité, sans être scientifique, c'est tout simplement de reconnaître que chaque être humain a ses spécificités et que venir nous dire qu'on va tous accepter le même produit de la même manière, c'est un non-sens. Et donc, puisque le risque zéro n'existe pas, c'est donc la moindre des choses que de laisser, je terminerai là-dessus, les gens décider de si oui ou non ils veulent se faire vacciner sans subir de discrimination dans le cas où ils le refuseraient. On est d'accord. Est-ce que vous connaissez le virus de la tomate, messieurs? On a entendu parler de la variole, là, de retour. Maintenant, voici le virus de la tomate. Qu'est-ce que c'est? Explication de Jimmy Mohamed. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un virus qui touche principalement des enfants de moins de 5 ans. Ça va se manifester par un espèce de syndrome grippal, de la fièvre, des courbatures, des douleurs abdominales, de la diarrhée et un peu tout. Et cette éruption cutanée que vous voyez juste ici, qui a un aspect un peu comme des grains de tomates. C'est pour ça qu'on parle du virus de la tomate. Pour l'heure, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter, si ce n'est que ce genre d'éruption peut être visible en médecine de ville. Votre enfant peut avoir ça. Pas besoin d'aller aux urgences. Vous allez voir votre médecin généraliste, ça fait largement l'affaire. Il a peut-être que pied ma bouche et pas le virus de la tomate. Et on peut manger des tomates parce qu'on pourrait croire. Surtout vous. D'accord. Surtout vous. Oui, parce que la tomate est riche en lycopène et la lycopène c'est bon pour la prostate. Je prends soin de ma prostate en mangeant des tomates. Il y a des tomates dans les grecs. C'est presque un slam. Super. Donc merci Jimmy Mohamed qui prend soin de sa prostate. On est ravis pour lui. Exactement. Alors c'est vrai qu'on va nous inventer On va nous habituer aujourd'hui avec plein de virus. Tiens, un petit coup de Mélenchon, mon Rachid Mokrad, c'est pour toi ça. C'est la première fois qu'on donne 3 semaines avant le vote
l'opposition en tête, alors même que l'élection présidentielle a à peine un mois. Le peuple français a compris l'appel qui lui était lancé en lui disant « c'est le 3e tour ». Ce n'est pas un abus de langage. À la précédente présidentielle, on n'avait rien tranché. On a eu un vote par défaut, en tendant le bras de tout le monde. Et là, à nouveau, ça recommence. Voilà, Mélenchon qui, effectivement... Qu'as-tu à lui répondre d'ailleurs, Rachid? Mais dans la foulée d'une présidentielle, c'est vrai que la logique veut que les citoyens français ne se renient pas et donnent une majorité au président de la République. Nous sommes dans ce cas de figure. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon, il ajoute nommez-moi Premier ministre. Mais évidemment, il veut qu'il y ait une majorité de députés de la NUP au sein de l'Assemblée nationale. Mais enfin, tous les militants de gauche, de tous les partis, déjà, ils voient un petit peu le manège de ce qui se passe. Il y aura énormément d'élus, mais moi, je prédis que Macron aura sa majorité, mais comme il y a 5 chapelles là-bas dedans, ils vont se tirer à boulet rouge dessus, ça c'est clair. Ça va très très mal aller pour notre pays, parce que, comme je le disais tout à l'heure, s'ils étaient porteurs d'éthique et de morale et qu'ils avaient le sens de l'intérêt supérieur de la nation, peut-être qu'on aurait un véritable projet de société, mais là, on va avoir une guerre de chapelles. Et Mélenchon, lui, il surfe sur cette présidentielle. Il faut pas qu'il oublie que les gens, beaucoup de gens des quartiers populaires, et une certaine sensibilité, pour pas la nommer, cette sensibilité qui est désignée, stigmatisée et diabolisée depuis des années. Je parle de ces populations arabo-berbéro-musulmanes et originaires d'Afrique, ont voté massivement pour lui. Ils ne voteront pas forcément pour lui, pour la NUP. Ismaël, un dernier mot avant de terminer cette émission pour cette semaine. Ouais, non, moi juste que je dirais, parce que Rachid, honnêtement, enfin, je ne te connais pas, il n'y a aucun jugement, mais j'ai l'impression que il y a un manque de constance dans ce que tu nous racontes, parce que d'un côté, tu nous dis, tu nous reprends les éléments de langage de La République En Marche, je ne suis pas dupe. De l'autre côté, tu apportes ton soutien légitimement. Je ne suis pas dupe et je ne suis pas dupe. Oui, j'ai le droit de le dire. Mais à un moment donné, tu reprends leurs éléments de langage. Je reprends pas. Écoute-moi. Ne me la joue pas. Écoute-moi. Ne me la joue pas avec moi. Tu reprends les éléments de langage. Moi, je parle d'une manière très crue et je dis ce que je pense. Et d'ailleurs, si je prenais des éléments de langage, je parlerais pas comme ça. C'est la vérité de mes propos qui t'indispose. J'ai l'impression, parce que la réalité, c'est que il est 18h. C'est pas l'heure de s'engueuler, les gars. Tu les légitimes. Et moi, je trouve que quand derrière on apporte son soutien à Azdine Taibi, qu'il le mérite par ailleurs. Bien sûr. Je trouve qu'en fait, il y a un problème de cohérence dans ce que tu nous dis, et qu'en l'occurrence, concernant Jean-Luc Mélenchon, tu sais, je ne le glorifie pas, et j'estime même que c'est pas forcément le meilleur d'entre nous tous. Mais par contre, effectivement, je suis derrière lui parce que il y a un vrai programme. Et quand je vois que Governatori et d'autres sont encore à l'origine d'une division, quand on est à un moment donné historique avec des enjeux éminemment importants, effectivement, ce genre de petits jeux d'ego, d'appareils partisans risque de nous priver d'une majorité. Mais à un moment donné, soyez ambitieux et soyez à la hauteur de vos prétentions, parce que pour le coup, l'Union de la gauche, je vous lui donne un coup fatal. Stop, merci beaucoup Ismaël Boudjekada. La semaine prochaine, on va beaucoup parler de plein de sujets. Bah non, il est l'heure, il faut que je rentre l'antenne, mon Rachid. Évidemment, Rachid Mokrad, merci beaucoup. Ismaël, merci. Et la semaine prochaine, on parlera de Parcoursup, un gros sujet, les amis. On est en plein dedans là. On parlera aussi d'une tournée des bus qui est organisée par des mamans qui veulent aller en finir avec les rixes dans les quartiers. C'est une belle initiative. On recevra Samia Chiki mercredi, puis plein d'invités politiques. La semaine prochaine, ça va être très très riche. Mais ça va durer 4 jours parce que lundi c'est férié, donc lundi on bosse pas, nous ici, enfin moi en tout cas. Et donc c'est best of lundi à 16h lundi. Bon week-end à tous, et je vais chez toi d'ailleurs, mon Rachid. À Marseille. Bravo. Eh oui, absolument. Je vais aller voir une superbe exposition sur l'émir Abdelkader que je conseille au MUSEM. Voilà, salut à tous, bon week-end et à lundi. Salut.